Ce que c'est que la RSE chez Veolia, en fait, récemment, notre président était un homme convaincu du changement de paradigme de l'entreprise, hein, et un capitalisme plutôt des parties prenantes plutôt que des actionnaires. Et donc, il était, Antoine Frérot, est convaincu que finalement, c'est l'utilité de l'entreprise auprès de ses parties prenantes qui va en assurer finalement le succès. Et c'est pour ça que juste après la loi Pacte, en 2019, on a produit notre raison d'être. Alors, c'était la première, en tout cas du CAC 40, qui a été publiée. Et donc, c'est un texte de 400 mots parce que non seulement on dit ce qu'on fait, et donc autour de ces trois métiers, aux interfaces de ces trois métiers, mais on dit aussi pourquoi, on dit aussi pour qui, et on dit aussi comment. Ce qui fait que c'est un texte assez complexe. Récemment, et sur la deuxième slide, on a fait une version courte de notre raison d'être. Et cette version courte, finalement, moi j'aime bien la rappeler. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle économique du donut, hein, mais quand on dit, alors c'est peut-être pas très visible, mais on cherche à préserver l'environnement tout en favorisant le progrès humain. C'est le titre qui, je ne sais pas s'il est visible. Et en fait, on cherche à agir entre ces limites planétaires et ce plancher social. Et pour un groupe comme Veolia, c'est à la fois, comme vous tous, comme tout le monde, toutes les entreprises, c'est finalement exercer ses activités en respectant ce plancher social et ces limites planétaires. Mais aussi, comme on bosse dans l'environnement, on a cette chance de pouvoir accompagner nos clients à revenir dans cet espace juste et sûr que définit le modèle du donut. Et donc, pour nous, c'est ça, hein. Il faut à la fois qu'on soit exemplaire en matière de RSE et puis ensuite qu'on lie finalement nos activités au progrès en matière RSE de nos clients. Et alors, je vous disais, on a défini le comment. Vous avez à gauche là, notre roue de performance plurielle. Ce concept de performance plurielle, il est institué dans la raison d'être, hein, du groupe, et il dit trois choses. Qu'il faut être utile à nos parties prenantes au sens large, pas que les clients, pas que les employés, pas que les actionnaires, mais aussi l'environnement et la société. Et que donc, on va évaluer notre performance sur des dimensions de performance qui correspondent finalement aux attentes de ces catégories de public. Et le troisième point, qui est le plus important, c'est que Veolia affirme que l'entreprise va accorder la même attention et le même niveau d'exigence à ces 5 dimensions de performance. Donc là, on est vraiment dans un projet de transformation, parce qu'on sait bien que Veolia a 170 ans, et on sait bien que la performance financière est plus importante. Mais donc, c'est un projet de transformation. Et c'est pour ça, donc, cette performance plurielle a été lancée en 2020, et c'est pour ça que dès 2021, on a lancé, nous, un réseau de correspondants. On ne les appelle pas ambassadeurs, nous, c'est les purpose officers, les correspondants raison d'être, parce qu'ils doivent accompagner ce projet de transformation, et c'est leur rôle principal, de reconnecter l'extra-financier et le financier. Alors, ce réseau de purpose officers, il a principalement trois missions. La première, c'est de soutenir, de supporter le manager de l'entité dans ce projet de transformation. C'est ce réseau-là qui va être en lien avec mes équipes au niveau du siège pour coordonner un peu le sujet, mais c'est également un réseau transversal pour échanger les bonnes pratiques. Alors, ce n'est pas un réseau qui se superpose au réseau existant dans un groupe, parce que chaque domaine de performance est piloté par un réseau spécifique. Alors, je n'ai pas détaillé, puis ce n'est pas forcément l'objet, mais on a 18 objectifs de performance plurielle. Donc, on voit bien que les objectifs financiers vont être pris en charge par la direction financière, qu'au niveau RH, on a un réseau sécurité, on a un réseau de formation, on a un réseau de diversité, et on a un réseau de satisfaction clientèle, et ainsi de suite. Donc, ce réseau de Purpose Officer ne se superpose pas à chacune de ces filières. En revanche, ils vont accompagner l'entité opérationnelle à accorder la même attention et le même degré d'exigence à toutes les dimensions de performance plurielle. Alors, on se retrouve finalement avec un réseau d'une centaine de personnes, un réseau assez hétérogène. Il y en a, donc on en a un par pays et un par zone, regroupement de pays, et on en a aussi un par grande direction fonctionnelle au niveau du siège.
Ils ont été nommés par les managers, parce que c'est important pour nous que ce soit un duo, sans que les missions soient vraiment très claires. Donc c'est un réseau assez varié. Il y a des gens qui viennent du marketing, des gens qui viennent de la com, d'autres qui vont venir des ressources humaines, euh, du contrôle interne, du QHSE. Et, euh, et finalement, il y a une hétérogénéité donc de fait culturel, de fait des métiers, de fait de l'appartenance fonctionnelle. Et puis, il faut reconnaître aussi qu'il y a une grande hétérogénéité de la maturité des managers et des gens qu'ils ont choisis dans ce projet de transformation dont je vous parlais. Alors récemment, on les a rassemblés et on leur a demandé justement, après 4 ans, c'est la 4e année d'exercice, de voir finalement quels étaient les grands défis, les facteurs de succès dans leur mission et puis s'ils pouvaient partager des bonnes pratiques. Donc on a organisé un webinaire et puis je partageais rapidement retour finalement des gens sur le terrain. Alors, deux grands défis, en fait, qui sont autant des défis que des facteurs de succès. Le premier, c'est la clarification, la clarté de leur rôle. Hein, ils ont besoin absolument de reconnaissance de la direction pour asseoir leur légitimité. Hein, et donc, c'est important finalement que ce rôle de purpose officer ne soit pas juste une activité parce qu'ils sont convaincus et que c'est sur leur temps libre, mais que ce soit inscrit dans la description de poste. Ça permettra aussi de clarifier les compétences attendues. Parce que pour gagner en crédibilité, en légitimité auprès des opérations, c'est important que le purpose officer ait une vision assez claire des enjeux stratégiques et opérationnels de l'activité, des opérations, en plus des enjeux environnementaux et sociétaux. Parce que le deuxième grand défi et facteur de succès, c'est d'intégrer tous ces enjeux. Donc vous avez compris, ces enjeux mêlés à la fois d'extra-financier, de financier, de business, d'environnement, de sociétal, vraiment de les intégrer dans les opérations. Comment donner finalement du sens et faire la connexion avec les tâches du quotidien. Donc ça veut dire aligner les enjeux locaux. Je ne sais pas, moi je suis BU en Amérique latine, en Colombie. Est-ce que la stratégie locale est bien alignée avec les ambitions telles que le groupe les affiche? Beaucoup, je dis BU, excusez-moi, c'est business unit, c'est le jargon, mais les entités opérationnelles ont fait l'effort de finalement leur système de management intégré qu'ils utilisent est aligné sur ces 5 dimensions de performance plurielle, sur les différents objectifs que l'on en a pu avoir, mais bien sûr déclinés en fonction du contexte local. C'est également un besoin pour intégrer dans les opérations d'adapter la communication au personnel auquel on s'adresse. Chez Veolia, il y a 50% du personnel, ce sont des ouvriers. Je crois qu'il doit y avoir que 17% de cadres chez Veolia. Donc, comment faire pour que ce soit compris, pas trop complexe, et surtout pas quelque chose du siège à part, quoi. Et puis, enfin, il faut que ce soit quelque chose qui ne soit pas une campagne de communication. Et donc, c'est important que le management qui a la légitimité opérationnelle puisse communiquer souvent et partout pour que ce ne soit pas qu'un effet de com'. Et donc, le réseau de purpose officer est là pour accompagner le manager aussi dans sa communication. Et puis, je dirais, pour intégrer les affaires dans les opérations, et j'y reviendrai, il faut quand même donner aux gens les moyens d'agir. Et donc, il faut que la déclinaison, finalement, de cette performance plurielle, elle ne soit pas que du reporting. Il faut que ce soit une dimension stratégique et opérationnelle avec des plans d'action. Et puis, il faut que ça concerne finalement le business et la manière dont on l'exécute. Donc, en fait, le purpose officer, lui, il est conscient de ces grands défis du déploiement de la performance plurielle et il va accompagner le manager pour relever ces défis. Et parmi les bonnes pratiques qui sont évoquées, il va l'accompagner pour que l'engagement du patron soit régulier et qu'il fonctionne en duo. Donc, il faut absolument que notre purpose officer rencontre le patron au moins une fois par mois en tête-à-tête, que le purpose officer fasse partie et soit associé aux revues trimestrielles, qui s'assure et qui l'aide à ce que la performance plurielle soit à l'ordre du jour de toutes les réunions et tutti quanti. En fait, c'est un bon duo sponsor-pilote aussi qu'il faut mettre pour chaque objectif.
Le purpose officer aussi, c'est pas le surhomme dans les réseaux. Il peut pas être à la fois un expert de tous les métiers et puis à la fois être compétent en termes pour le volet conduite du changement et le volet expertise métier. Donc c'est important qu'il crée un écosystème autour de lui avec les différents services fonctionnels, quitte à créer localement des comités de la raison d'être ou de s'appuyer, de créer des sous-réseaux en fonction de chaque business line. J'ai déjà parlé de la communication, mais l'adaptation de la communication, c'est essentiel. Et puis aussi, la formation. Il faut vraiment, vous savez, dans un projet de transformation, il faut d'abord avoir envie, savoir de ce qu'on veut transformer et en avoir envie. Et donc, il faut, le purpose officer travaille très proche avec la filière RH sur tout ce qui est formation. Et puis, surtout, si on ne veut pas que ce soit un effort supplémentaire pour tous ceux qui s'engagent dans la performance plurielle du groupe, il faut qu'on fasse évoluer tous les processus de groupe pour intégrer en fait ce qu'on cherche à obtenir en termes de RSE dans ces processus. Et notre réseau de purpose officer veille à ce que les RH revoient finalement le parcours professionnel des employés quand on recrute, quand on évalue, quand on donne la part variable. Est-ce que la performance dans ces différentes dimensions, et je vois que j'ai dépassé mon temps, est bien respectée. Dans les évaluations de projets, vous savez, les fameux go-no-go sur un appel d'offres ou sur l'achat d'une société ou sur l'investissement, est-ce qu'on prend bien en compte tous les volets de cette performance? Le Purpose Officer, il accompagne, il est à disposition des équipes projets pour, si je prends la Colombie, j'en parlais tout à l'heure, on va vendre un service à une industrie qui va transformer de l'huile de palme en biocarburant. Est-ce que finalement, c'est quelque chose qui correspond à la performance environnementale que l'on veut avoir en termes de protection de la biodiversité et des écosystèmes. Et ainsi de suite. Finalement, tous les processus existants. Et si je donne le dernier exemple, on avait un système de contrôle interne exclusivement financier depuis quelques années. Non seulement le contrôle interne évalue la performance des autres filières, donc maintenant on évalue la sécurité, la cybersécurité, les filières RH, les opérations, et puis même la performance plurielle fait même l'objet d'un contrôle spécifique pour que tout ce qui est en matière de gouvernance, d'appropriation et d'évolution des processus est bien pris en compte. Voilà, j'arrête là. Pour résumer, notre réseau de Purpose Officer, d'ambassadeurs RSE, c'est clairement un réseau qui accompagne la chaîne managériale dans un projet de transformation stratégique. Voilà. Et le réseau des Purpose Officers, ils sont là pour souffler sur la braise, pour maintenir la foi de l'ambition et s'assurer qu'il y a un réel progrès dans le groupe. Je vous remercie.